cette loi, elle me semblait à contre-courant. Donc c'est pour ça que j'ai signé la pétition contre la loi Duplon. Hélène Falise est une NIMA, non issue du milieu agricole. Ancienne ingénieure, elle s'est formée au maraîchage en 2016 avec son mari Étienne, pour lancer en 2018 leur propre ferme, baptisée le Village Potager près de Nemours, à une centaine de kilomètres à peine de Paris. Il y a quelques semaines, Hélène a fait comme un peu plus de 2 millions de personnes en France. Elle a choisi de signer la pétition lancée contre la loi Duplon, adoptée le 8 juillet dernier. Pour 316 contre 223, l'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi. Un texte très controversé, notamment en raison de son article 2 qui autorisait la réintroduction à titre dérogatoire, sans limite de temps ni de filière, de l'acétamipride, un pesticide de la famille des néonicotinoïdes interdit en France depuis 2018. En partie retoquée le 7 août par le Conseil constitutionnel, la loi a finalement été promulguée le 12 août par Emmanuel Macron, amputée tout de même de sa partie sur cet insecticide toxique pour les pollinisateurs et soupçonné d'être cancérigène. Pour moi, c'était très évident de signer la pétition. C'était vraiment très évident parce que j'ai vraiment eu très vite l'impression que c'était une loi à l'envers, enfin, qui n'allait pas dans le sens de l'histoire, quoi. Nous, ce qu'on essaye de faire ici, c'est de montrer qu'une autre voie est possible. Voilà. Déjà, moi, je pense qu'une autre voie est nécessaire. Je veux dire, il faut réduire l'usage des pesticides. En fait, l'article 2 sur l'acétamipride, effectivement, nous, comme on a choisi de s'en passer et qu'on met en place des pratiques qui permettent de s'en passer, voilà, c'était très concret pour nous. L'impact sur la santé humaine, l'impact sur la biodiversité, l'impact sur la santé des sols. Il faut aller sur une agriculture avec plus d'agroécologie et moins de pesticides. Dès le début, pour Hélène et Étienne, le maraîchage agroécologique et bio était une évidence. Hors de question d'utiliser des produits chimiques sur leur terrain, et ce, malgré les difficultés de ce type d'agriculture. Résultat, le couple réussit aujourd'hui à faire pousser sur ses terres pas moins de 160 variétés de légumes, dont 90% sont revendus en circuit court. Pour que ça marche, ça nécessite beaucoup d'anticipation et beaucoup de planification. Quand on a un problème, on n'a pas tellement de produits pour régler le problème. Donc il faut éviter que le problème arrive. On produit des betteraves primeurs, on produit des betteraves de conservation. Donc on le fait sans ces produits-là. Il faut exploiter toutes les autres solutions. Le désherbage, c'est très compliqué pour nous, hein, ça nous prend beaucoup de temps. Donc on va par exemple privilégier de bâcher, donc de mettre des bâches sur le sol. Déjà c'est bien parce que ça protège le sol. Ce qui marche bien, c'est d'avoir sur sa ferme un écosystème, c'est-à-dire d'avoir des insectes auxiliaires qui vont manger les ravageurs. Donc ça veut dire faire en sorte que les insectes qu'on aime bien, les insectes auxiliaires, soient chez nous, soient sur place. Donc pour ça, il faut leur offrir le gîte et le couvert toute l'année. Donc on va planter des fleurs, on a planté des arbres, on laisse un peu la nature un peu brute, on désherbe pas forcément tout. Conscients des difficultés financières des agriculteurs qui, pour beaucoup, peinent à vivre de leurs activités, Hélène et Étienne ont, dès le début, pensé un projet global pour que leurs revenus ne soient pas uniquement centrés sur le maraîchage. D'abord simple ferme, le village potager s'est très vite transformé en écolieu dédié à la transition écologique et sociale, avec des gîtes et une activité de séminaire d'entreprise pour sensibiliser les gens au travail de la terre. Le maraîchage bio, c'est une activité qui est très peu rentable, sur lequel il y a beaucoup d'aléas. C'est un métier qui est vraiment difficile, sur lequel gagner de l'argent, c'est difficile. Les premières études économiques montraient qu'en gros, on travaille 70 heures par semaine et pour moins d'un SMIC. Donc c'est pas très sexy comme métier. Et donc on s'est dit, mais est-ce qu'il y a des moyens en fait de concilier à la fois une agriculture agroécologique, durable et rentable. Dès le départ, on s'est dit l'agriculture biologique, ça c'est vraiment notre ligne rouge. Par contre, on s'est dit il faut aller plus loin. Ça a été dès le départ une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Assez vite, on est devenu aussi entreprise d'insertion. Ça veut dire qu'on a une partie de nos équipes qui sont des salariés avec ce contrat en insertion. On voulait aussi avoir un lieu qui soit ouvert, sur lequel on puisse accueillir du monde pour partager nos valeurs. Le gîte s'est imposé assez vite et on a créé donc le potager et le village.
Un projet nécessaire pour pouvoir s'y retrouver financièrement. Car loin d'être rentable, l'agriculture biologique, raisonnée ou conventionnelle connaît des heures difficiles depuis de nombreuses années. Entre 2015 et 2023, les agriculteurs bio ont perdu, eux, plus de la moitié de leurs aides environnementales de la PAC, alors que son budget global, lui, n'a baissé que de 5% selon les derniers chiffres de la Fédération nationale d'agriculture biologique. Et ça ne va pas aller en s'arrangeant. Le gouvernement a annoncé au mois de mai une coupe de 10 millions d'euros dans le Fonds Avenir Bio dédié aux investissements. Hélène note néanmoins quelques améliorations, notamment grâce au développement des paiements pour services environnementaux qui permettent aux agriculteurs de toucher un petit pécule en fonction de la manière dont ils prennent soin de la biodiversité environnante, des ressources en eau et des zones humides. Mais l'agricultrice pointe aussi du doigt un manque global d'accompagnement technique et financier. Ouais. Ce qui est sûr, c'est que si on veut changer de modèle et aller vers une agriculture qui soit plus respectueuse de la biodiversité, de la santé des sols, il y a beaucoup d'accompagnement à faire. Il faut former les jeunes à l'agroécologie, donc il faut mettre en place des nouvelles pratiques. Donc ça demande beaucoup d'accompagnement. De comprendre comment la vie du sol, c'est-à-dire les insectes, les bactéries, les champignons qui composent le sol, comment tout ça travaille en symbiose et protège les plantes des pathogènes. Et c'est ce qu'on met en place ici et pour moi c'est vraiment l'agriculture du futur. En bio on pollue pas les eaux, on préserve la biodiversité, enfin il y a plein de services qui pourraient être plus aidés et qui permettraient peut-être aux agriculteurs de sauter le pas vers une agriculture plus durable. Le texte final promulgué de la loi du plan conserve plusieurs mesures validées par le Conseil constitutionnel, comme les simplifications administratives accordées aux plus gros élevages, la facilitation des constructions d'ouvrages de stockage d'eau agricole, dont les méga-bassines, la fin de l'interdiction d'être à la fois conseiller et vendeur de pesticides, le renforcement de la tutelle de l'État sur l'Office français de la biodiversité ou encore l'amélioration de l'assurance récolte.